vous remercie beaucoup. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran si vous arrivez à le voir. Euh, voilà. Donc effectivement, moi j'ai décidé de m'intéresser au cas de l'affiche électorale et au rôle qu'elle peut jouer, qu'elle joue de fait dans l'expression visuelle des populismes contemporains en France. Euh, et à essayer de mettre en lien le rôle de l'affiche avec la question de la représentation. La représentation, alors c'est un concept clé en politique et plus particulièrement pour les populismes qui prétendent justement pallier la crise de la représentation politique, le déficit de confiance qui existerait entre les élus et le peuple. Et donc les populistes se proposent donc d'offrir une meilleure représentativité au peuple. Et donc, de ce point de vue-là, la représentation, aussi bien au sens visuel, comme les représentations picturales, les représentations de souverains, etc., et la représentation au sens purement politique de mandat. Donc, dans ces deux acceptions-là, on peut considérer la représentation comme un concept qui, à la fois, est complexe, sur lequel je ne vais pas non plus revenir trop longtemps aujourd'hui, parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais c'est un concept qui est vraiment clé, me semble-t-il, pour comprendre le populisme, à la fois dans son expression visuelle et politique. Et donc, pour ce faire, j'ai décidé aujourd'hui de m'appuyer sur l'affiche électorale en particulier. Alors, pourquoi l'affiche? L'affiche, c'est un médium ancien, comme on le sait, un médium traditionnel, notamment au vu du contexte actuel où les plateformes numériques ont pris leur essor. Mais il me semble que ça reste un support, en tout cas pour le cas de la France. Je ne m'avancerai pas sur d'autres pays, mais pour le cas de la France, ça reste un support privilégié pour explorer donc cette fameuse représentation dans toute sa diversité et pour mieux saisir la communication politique des populismes actuels. Alors, plusieurs questions vont nous intéresser aujourd'hui. La première, comment l'affiche agit dans la construction de l'éthos de l'image des leaders populistes? Et puis, ma deuxième question, dans ce contexte de crise politique généralisée, que disent ces affiches précisément de la représentation dans ses multiples acceptions et de la relation qui s'établit entre le leader et le peuple? Alors pour ce faire, je vais donc m'appuyer sur un corpus. Si j'arrive à passer à la slide suivante. Bon, voilà. Donc un corpus qui comprend, donc qui couvre la période 2002-2019 à peu près, et qui comprend aussi bien des affiches imprimées qu'on a pu trouver dans la rue, et ce que j'appelle des visuels apparentés, c'est-à-dire des visuels qui s'inspirent du graphisme des affiches, qui comprennent, comme pour les affiches, en général une photo, un logo et un slogan, et qui ont été diffusés majoritairement sur les réseaux sociaux numériques. Alors, très rapidement, pourquoi je me suis penchée sur ces visuels? Parce qu'ils présentent justement des propriétés de simplification du message, de proximité vis-à-vis de la cible des électeurs et de condensation de ce message qui sied particulièrement à la rhétorique populiste et à sa cible qui, en général, en tout cas sur le numérique, est tendanciellement jeune. Alors, qu'est-ce qu'on entend par
populiste. Je ne vais pas vous donner ici de définition, pareil, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Mais ici, ce que l'on appellera donc les principales forces populistes en présence en France aujourd'hui sont le Front National, qui est devenu depuis 2018 le Rassemblement National. Je m'intéresserai également de l'autre côté de l'échiquier politique au Front de gauche, fondé en 2009, et qui a progressivement laissé la place à la France insoumise à partir de 2016. Alors, commençons tout de suite. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à deux axes principaux. À d'abord explorer la représentation identité. Alors, ce terme ne vient pas de moi, hein. Ce terme vient de chercheurs que j'ai indiqués juste avant, Saint-Omer et Hayat, qui proposent toute une typologie des formes de représentation politique. Et donc, parmi ces formes de représentation politique, il y a la représentation identité, c'est-à-dire le fait pour le leader de faire fusion avec le peuple, d'afficher une proximité pour rallier l'électorat à sa cause. Et puis, on verra dans un deuxième temps une autre forme de représentation dont se sont saisis les populistes que j'étudie aujourd'hui. Alors, comment afficher la proximité, l'idée de représentation mimétique, de ressemblance, voire de fusion entre le peuple et le leader? Eh bien, en commençant par parler en son nom. Parler au nom du peuple, c'est une des préoccupations majeures des populistes, hein, comme on le sait. Voilà. Et donc, on le voit notamment à travers ces affiches qui ont été produites entre 2017 et 2019. Au nom du peuple, c'est principalement le slogan qui a été choisi par le Front National en 2017. Et on voit bien ici que la typographie qui a été choisie pour indiquer ce slogan ressemble un petit peu aux typographies populaires. On a l'impression que c'est une personne lambda qui aurait pu écrire ça. Ça ressemble un petit peu à un tag. Donc, on est un peu dans cet esprit-là de vouloir se mettre du côté du peuple. Marine Le Pen, la candidate, donc, est désignée par son prénom et non pas par son nom de famille, Le Pen, qui pouvait sans doute trop l'apparenter à son père. Le logo, la flamme du Front National n'apparaît pas sur cette affiche. Donc, tout est fait pour gommer les références au Front National. Tout est fait pour mettre en valeur la candidate, mais plus encore pour mettre en valeur le peuple, dont la mention figure en premier visuellement sur l'image. Marine présidente n'est indiquée qu'en bas de l'affiche et dans un lettrage plus petit. Donc ça dit déjà beaucoup de choses sur la volonté de la candidate de s'effacer derrière le peuple, et de se mettre à son service. On retrouve la même idée 2 ans plus tard pour l'élection européenne de 2019, où cette fois-ci, alors dans cette volonté de modernisation du parti, on note déjà une refonte visuelle et un changement de nom. On ne parle plus de Front, mais de Rassemblement National. Le logo a été conservé, mais quand même un peu stylisé, modernisé. Et puis surtout, cette modernisation, elle passe par une nouvelle figure du RN, Jordan Bardella, qui est un petit peu devenu le numéro 2 et qui apparaît ici sur cette affiche, donc comme un moyen de refuser un petit peu le culte de la personnalité qu'on avait beaucoup reproché à Jean-Marie Le Pen, et comme un moyen donc pour Marine Le Pen de montrer que le relais est assuré et que donc le RN entend représenter la jeunesse. Alors, on passe à la suite. Et alors, cette fois-ci, je vais m'intéresser à l'autre côté. On se déplace du côté de la gauche, du populisme de gauche, avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, on voit ici que, alors graphiquement, évidemment, il y a des changements, mais au niveau du choix des slogans, on reste dans des slogans qui sont quand même assez similaires. Donnons le pouvoir au peuple, au nom du peuple. Du côté de Jean-Luc Mélenchon, prenez le pouvoir, la force du peuple. Ça reste des slogans assez ressemblants qui, dans tous les cas, visent vraiment, ciblent le peuple. Et donc, on reste vraiment dans cette stratégie
typique du populisme qui entend parler au nom du peuple. Alors là, la perspective est évidemment un petit peu différente. Il s'agit de parler au nom du peuple, mais en s'inscrivant dans une filiation à gauche, la gauche communiste, la gauche révolutionnaire. Le front de gauche que co-présidait Jean-Luc Mélenchon est le fruit de plusieurs coalitions, notamment le Parti communiste. Donc, ce n'est pas rien. Et d'où cette présence du rouge, cette omniprésence, j'ai envie de dire même, du rouge. Le slogan « La France, la belle, la rebelle », qui indique vraiment cette volonté d'appeler le peuple à se soulever. Alors, cet appel au soulèvement, on le retrouve aussi dans les thématiques qui sont choisies. Aussi bien dans les populismes de droite que de gauche, on appelle à la révolution, à la résistance. Il y a la métaphore filée aussi de la vague populaire, la révolution bleu marine ici, sur la droite de votre écran. La résistance, c'est nous, proclame un collectif, les jeunes avec Marine Le Pen, qui d'ailleurs reprend évidemment de façon stylisée le tableau célèbre de Delacroix, La liberté guidant le peuple, réalisé précisément pendant la Révolution de 1830. Et donc à gauche, pareil, on retrouve cette idée-là, la reprise de l'allégorie de la France, avec cette Marianne qu'on reconnaît au bonnet phrygien et à la cocarde tricolore, la thématique de la résistance sur votre droite, ou encore l'appel à la 6e République et à une manifestation qui s'est tenue donc, le 3 mars 2017, place de la Bastille, qui est un autre lieu hautement symbolique à Paris. Et cet appel au soulèvement passe aussi par le dégagisme. Alors, le terme a déjà été employé ce matin. Le dégagisme, c'est ni droite ni gauche aussi. C'est une autre notion phare dans le populisme, qu'il soit de droite ou de gauche d'ailleurs. Et là, ici, donc, je vous donne 2 exemples qui proviennent du Front de gauche et de la France insoumise, où on retrouve donc la figure de Marianne qui donne un coup de balai. Alors, ce motif du coup de balai, pour signifier le dégagisme, a été repris de manière récurrente. Et donc, on le voit ici en 2013. Et on le retrouve sur cette série d'affiches de 2016 qui a été mise en circulation en ligne sur Facebook et dans la rue également. Donc là, ici, Sarkozy, Hollande, donc c'est leur bilan. Je vote, ils dégagent. On notera également l'emploi du je qui permet là encore d'inclure encore plus le peuple. Et l'idée que le parti se met à la place du peuple, parle en son nom, et qu'il y a vraiment fusion entre les deux. Alors, afficher la proximité avec le peuple, ça passe également par le choix d'adopter son langage, ou en tout cas son langage supposé. Alors, du côté du Front National, on va particulièrement cibler les jeunes, toujours dans cette optique de moderniser le parti qui est vieux de plus de 40 ans, enfin qui est né officiellement en 1972. Donc, il importe de le moderniser et d'attirer un électorat plus large. Et donc, voilà un exemple qui provient ici du Front National de la Jeunesse, qui est la branche jeune, justement, du Front National, et qui a été rebaptisé en 2018 Génération Nation. Donc ici, le Front National de la Jeunesse, FNJ, proclame avec cette affiche « On est chez nous » et reproduit le slogan qui avait déjà été publié par Génération Identitaire, qui est une organisation d'extrême droite qui d'ailleurs, à l'heure actuelle, fait l'objet de débats sur le fait que le gouvernement souhaite éventuellement dissoudre cette organisation. Donc là, on voit ici la référence qui est assez claire, et c'est d'ailleurs intéressant de voir que ici, la rhétorique privilégiée par le FN est une rhétorique qui s'appuie directement, qui cible directement la jeunesse, mais qui cible aussi le noyau dur de l'électorat frontiste. On retrouve la même idée avec d'autres exemples, où il y a donc ici l'autocollant qui existe aussi sous format affiche. Pas de racailles dans nos quartiers, pas de quartier pour les racailles. Priorité pour toi, chez toi. Choisis ta France, où à chaque fois, il s'agit de mettre en opposition visuellement deux modèles, 2 types de France,
Alors, cette bipolarisation, ces antagonismes qui sont mis en scène visuellement, c'est assez typique, encore une fois, du populisme et particulièrement du national-populisme, hein, dont on a souvent qualifié le Front National. Et on voit qu'il y a une opposition à la fois dans les termes et une opposition visuelle, hein, où en négatif, on retrouve les mêmes couleurs qui sont opposées. Le jaune et le bleu étant aussi les couleurs phares du parti. Couleurs qu'on retrouve ici également, avec ce style hyperbolique, cette exacerbation des émotions pour signifier l'urgence, l'appel au changement. Alors, c'était déjà le cas dans les années 90-2000 avec l'affiche Le Pen vite. Donc là, c'était Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, à la fin des années 2000, dans les années 2010, il y a ce slogan Marine, ça urge, qui reprend presque, de manière quasi littérale, le slogan du père. Et enfin, je terminerai par un dernier exemple avec cette photo de couverture. Donc là, c'est pas une affiche, c'est vraiment une photo, un visuel qui a été produit exclusivement à destination de Facebook. 100% Front National, 0% migrants. Où là, cette fois-ci, on joue non pas sur le contraste visuel, sur l'opposition de l'image en deux, mais sur le contraste des chiffres qui sont évoqués, 100%, 0%. Ce qui n'est pas sans rappeler, là non plus, une affiche du Front National qui avait fait date à la fin des années 70, début 80. 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés de trop, la France et les Français d'abord. Et enfin, du côté du parti de Jean-Luc Mélenchon, alors plus particulièrement du côté de la France insoumise, qui a succédé en quelque sorte au Front de gauche, on retrouve cette idée aussi de donner la parole au peuple, on retrouve cette idée de modernisation, de faire appel aux jeunes, mais d'une manière un petit peu différente. Cette fois-ci, on puise non pas dans le tutoiement, dans un registre qui serait hyperbolique, familier, etc., on puise dans les capacités, les potentialités créatives du peuple. Alors, je m'explique. Donc, la France insoumise a créé ce logo, le logo FI, sur lequel je vais revenir. Donc, ce logo un peu de ce sigle qui est devenu un sigle de ralliement et qui a fait l'objet de plusieurs réinterprétations de la part du peuple, de la part des cyber-militants, comme on le voit ici sur cette image. Ou encore, là, toujours sur la page Facebook de Jean-Luc Mélenchon, on trouve donc cet album photo qui est carrément consacré aux différentes réinterprétations de ce logo par les militants dans cet album, donc Faites connaître le FI. Alors voilà pour ce premier point. Donc la volonté de faire peuple, de parler comme le peuple, d'être au plus proche du peuple, et néanmoins, dans une perspective un petit peu quasi inverse, pourrait-on dire, ces populismes de droite et de gauche s'inscrivent dans le même temps dans une forme de représentation politique qui est assez distanciée. Je reprends ici la formule de Corner et Perls dans leur ouvrage « La familiarité à distance ». Je trouve que c'est une notion intéressante qui résume assez bien ce que je veux dire là, c'est-à-dire l'idée qu'on est dans une représentation, mais une représentation qui idéalise le leader, qui le distancie, qui distancie le leader, qui le distingue précisément du peuple. Donc là, on est vraiment dans une approche qui est complètement inverse. On est dans ce qu'on peut appeler, encore une fois avec Hayat et Saint-Omer, la représentation-incarnation. Donc l'idée de se distancier du peuple. Alors comment concilier les deux, la familiarité, la proximité dont j'ai parlé à l'instant, et en même temps une certaine distance? Alors ça passe déjà par une refonte graphique et une nouvelle image de marque du côté des populismes de droite comme de gauche, hein, d'ailleurs. Alors, en 2012, Jean-Luc Mélenchon souhaite s'inscrire dans l'affiliation d'une culture visuelle située à gauche, voire d'une culture visuelle qui emprunte au communisme, avec ce rouge qui était déjà très présent pour l'affiche du Parti communiste en 2007. Ce slogan « La France, la belle, la rebelle ». Et puis là, on ne le voit pas très bien, mais sur l'affiche « Prenez le pouvoir », en tout petit, en bas, juste en dessous de la mention du nom du candidat,
on trouve le nom, le site du site officiel. Alors, ça ne s'appelle pas frontdegauche.fr, ou ça s'appelle placeaupeuple2012.fr. Donc, ça dit déjà la primauté, alors ce que je disais tout à l'heure, la primauté qui est donnée au peuple. Et puis, on va voir comment ça se passe quelques années plus tard. Alors là, j'ai mis exit le bruit et la fureur de 2012, place à la sagesse, à l'expérience et à l'apaisement. Alors pourquoi le bruit et la fureur? Jean-Luc Mélenchon s'est fait connaître par cette formule en 2012 pour exprimer sa défiance vis-à-vis des médias. Et donc pour montrer qu'il se distinguait du système politique en place. Mais finalement, on voit que quelques années plus tard, en 2017, lorsqu'il fonde son mouvement, donc la France Insoumise, il est dans une volonté de refonder graphiquement et au plan idéologique également donc son parti. Et donc, ça va passer par la volonté de mettre en scène la question de la sagesse, de l'expérience et de l'apaisement. On le voit ici, et puis aussi l'idée de rassurer son électorat. Il esquisse un petit sourire, ce qui n'était pas le cas précédemment. Il nous regarde frontalement, alors qu'ici, il regardait de loin. Et puis, surtout, il a gardé ses lunettes pour l'élection. Donc, ce qui n'était pas le cas non plus auparavant. Et il laisse la place également à des figures dans le refus, encore une fois, du culte de la personnalité qu'on lui avait reproché précédemment. Il donne la part belle à d'autres figures comme Manon Aubry pour les élections européennes de 2019. C'est un petit peu la même approche qu'avait Marine Le Pen, on s'en souvient, avec Jordan Bardella. Sauf que dans le même temps, malgré ces changements idéologiques, graphiques, l'absence de rouge aussi, vous noterez que le rouge se fait beaucoup plus discret, le rouge donc apparenté à la révolution, au communisme, se fait beaucoup plus discret ici, même si on va quand même le retrouver de temps en temps, hein, comme on le voit ici. Mais il y a quand même toujours cette prédominance du leader qu'on ne peut, qui est toujours prégnante. Et puis concernant le logo Phi, j'en ai pas trop parlé jusqu'à présent. C'est un logo qui est assez énigmatique, qui est très polysémique. Il y en a qui ont vu dans ce logo un 6 renversé, le 6 de la 6e République que Jean-Luc Mélenchon appelle de ses voeux. Il y en a d'autres qui ont vu un point fermé pour symboliser la force, l'insoumission, en écho directement au nom du mouvement. Le Phi, c'est aussi la lettre grecque, hein, symbole de la philosophie, de la sagesse. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure hein, sur la question de la sagesse, de l'apaisement, etc. et de l'expérience aussi. Donc voilà, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça fait référence aussi au nombre d'or, d'après Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a beaucoup de notions qui ne sont pas toujours très faciles à comprendre, qui ne sont pas accessibles, qui sont pas nécessairement accessibles au plus grand nombre. Et donc on peut se poser la question si finalement ce logo n'est pas un peu ésotérique. Alors certes, il est facile à reproduire, à reproduire, mais dans le même temps, c'est un logo qui ne fait référence à pas grand-chose de connu politiquement en France. On n'avait jamais eu ce genre de logo jusqu'à présent. Ce bleu turquoise également, c'est nouveau. Alors ici, le logo apparaît rouge, mais on voit que dans la rue, les affiches sont plus dans des tons parfois rouges qui virent un peu vers le fuchsia. Et donc ça aussi, ce sont des couleurs qui ne sont pas très communes en France. Ce qui est un moyen de montrer l'alternative, la nouveauté, etc. On le comprend bien. Mais ce qui peut aussi un peu brouiller le message ou tendre finalement à donner à ce parti une image de parti finalement presque élitiste. Ce qui, pour un parti qui se veut populaire, voire populiste, est un petit peu contradictoire. Ensuite, du côté du populisme de droite, la distanciation vis-à-vis du peuple, donc on avait une forme d'élitisme, d'ésotérisme du côté de la France insoumise, et du côté du Front National, ça va passer par une volonté de se normaliser, de se dédiaboliser, comme on dit souvent, et de se présidentialiser. Alors ça a commencé, la date clé, bien évidemment, on pense tout de suite à 2002. Alors il y avait eu des antécédents, mais on va dire que la date clé, c'est vraiment 2002, qui correspond donc à l'élection présidentielle au cours de laquelle, pour la première fois de son histoire, le Front National accède au second tour. Et donc là, on voit très clairement avec cette affiche
où Jean-Marie Le Pen ne nous regarde pas, il a sa tête qui repose sur son poing, le logo, la flamme tricolore n'apparaît pas. Le Pen, la France, donc ici on a un logo un peu stylisé, c'est en noir et blanc, on a l'impression d'une photographie presque pour une publicité, hein. Donc on est vraiment ici, Jean-Marie Le Pen est entré dans une starisation et une idéalisation de sa personne pour mieux rassembler, pour être moins clivant. Et cette stratégie-là va évidemment être poursuivie et accentuée par sa fille qui lui succède à partir de 2011 à la tête du parti. On voyait déjà donc pour l'élection à laquelle elle se présente pour la première fois en 2012, oui la France, alors oui la France, c'est une formule très gaulliste, hein, ce qui en plus historiquement est pas très, enfin le Front National historiquement était quand même très opposé au général de Gaulle, mais donc c'est un moyen pour le Front National de montrer qu'il s'inscrit dans une généalogie où on reprend des figures consensuelles. Donc le général de Gaulle, François Mitterrand, comme on va le voir par la suite. La France apaisée peut faire penser d'ailleurs à une affiche de Mitterrand qui apparaissait sur un fond verdoyant. Et puis enfin, surtout peut-être, j'ai envie de dire, l'affiche pour le second tour de l'élection présidentielle de 2017 mérite de ce point de vue-là quelques développements. C'est une affiche qui veut s'inscrire dans une rupture et mettre à son paroxysme la dédiabolisation. Donc là, ici, Marine Le Pen non seulement entend se présidentialiser, mais aussi se féminiser pour rassurer. Donc sa taille est volontairement marquée, elle a été un petit peu retouchée. La présence de sa jambe aussi a fait beaucoup parler. Cette prise de vue, un plan qui est légèrement, qui est moins rapproché que d'habitude. Donc c'est vraiment une affiche qui rompt avec les codes iconographiques et politiques dont on avait l'habitude en France. Et puis surtout, elle apparaît devant un arrière-plan qui n'est pas du tout neutre. Il s'agit d'une bibliothèque toute simple, sauf que aucun politique jusqu'à présent n'avait fait ça, si ce n'est lorsqu'ils sont élus. Ils réalisent donc un portrait présidentiel officiel. Et on voit ici que donc parmi les présidents précédents, plusieurs d'entre eux se posent devant une bibliothèque qui n'est autre que la bibliothèque de l'Élysée. Donc là, encore une fois, ce n'est pas la bibliothèque de l'Élysée, mais évidemment, le rapprochement se fait assez rapidement, ce qui montre que Marine Le Pen se voit déjà présidente finalement. Et elle montre ici qu'elle incarne véritablement la France avec ce slogan « Choisir la France » qui est opportunément situé sur sa poitrine. Et puis on retrouve, y compris du côté de Génération Nation, donc la branche jeune du Rassemblement national, dont j'ai dit tout à l'heure que dans cette branche jeune, on trouve surtout des visuels qui sont quand même au contenu assez virulent, hyperbolique, etc. Mais on trouve aussi des visuels qui rappellent singulièrement ce qu'avait fait le candidat socialiste en 1981, François Mitterrand, la Force tranquille, qui est une affiche qui a fait date dans la communication politique en France. Donc avec le clocher, le regard serein du candidat, etc. Donc voilà. L'importance qui est donnée aussi à l'arrière-plan à travers le format horizontal de l'affiche, eh bien on va retrouver ça notamment avec ce visuel « Un avenir français », qui a été utilisé pour la bannière du site officiel de Génération Nation et aussi pour la photo de couverture. Et justement, les photos de couverture Facebook, elles sont tirées au format horizontal, donc ce qui permet, encore une fois, de donner la part belle à l'arrière-plan. Et on retrouve aussi cette idée-là avec la France tranquille, qui a servi de photo de couverture, mais aussi d'affiches que vous pouvez trouver dans la rue. La France tranquille, évidemment, ce n'est pas sans rappeler le slogan, encore une fois, de Mitterrand. Et je terminerai en vous montrant d'autres références au général de Gaulle, le V de la victoire donc de la France réconciliée suite à la Seconde Guerre mondiale, symbole aussi de la résistance, comme on le voit ici avec cette affiche de 1944. Eh bien, ce V de la victoire, Marine Le Pen l'a souvent esquissé elle-même. Alors ici, ce n'est pas complètement un V, mais il y a d'autres images qui le montrent. Et puis surtout ici, elle dit, enfin le slogan qui lui est rattaché, c'est « Les patriotes au pouvoir ». Ce n'est pas les nationaux, ce n'est pas les nationalistes,
qui pourraient être trop connotées péjorativement, extrême droite, etc. C'est vraiment les patriotes. Donc, c'est un moyen aussi pour elle, encore une fois, de dédiaboliser son parti et de montrer qu'il est républicain comme les autres partis. Alors, pour terminer, je vais terminer avec quelques remarques conclusives sur cette question de la distance, la proximité et de la représentation telle que je l'ai mise en évidence dans ce travail. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose aussi sur la familiarité à distance. Cette expression, elle renvoie aussi à ce que disait déjà un autre chercheur, Frank Anker-Smith, qui a beaucoup travaillé sur la représentation politique en tant que représentation, enfin, et ses liens aussi avec l'esthétique, en montrant finalement que de la même manière que lorsqu'on analyse une image, on ne pourra jamais complètement analyser les sens complets que peuvent revêtir une image, parce que l'image est polysémique, et bien de la même manière, la représentation politique est toujours imparfaite. Il y aura toujours un décalage, même minime, mais il y aura toujours un décalage entre le représentant et le représenté. Ça peut d'ailleurs être un décalage, c'est un décalage physique, enfin, ça peut être un décalage de plusieurs ordres, un décalage temporel, etc., entre le candidat tel qu'il se présente et puis les mesures qu'il va mettre en place et leur effectivité, l'effectivité de ces mesures. Donc, il peut y avoir toute une série de biais, de décalages, des biais qui sont dus aussi aux médias, aux instances intermédiaires utilisées, voilà, et qui constituent autant, qui creusent finalement le fossé entre le représentant et le représenté. Donc, il y a toujours cette distance malgré tout, même si les populismes prétendent la combler. Et moi, ça m'a rappelé aussi cette question de la relation entre le représentant et le représenté. Ça m'a rappelé la notion de charisme telle qu'elle a été théorisée par Weber, qui montre que le leader charismatique, ce qui le caractérise, c'est qu'il est à la fois ordinaire, proche des gens, entre guillemets, et extraordinaire. Il est suffisamment extraordinaire, il a des qualités suffisamment exceptionnelles pour prétendre accéder à la plus haute fonction de l'État. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas y accéder non plus. Et donc, on peut dire en d'autres termes qu'il est nécessaire d'avoir ce jeu, y compris pour les populistes, entre une représentation un petit peu verticale, où le leader serait extraordinaire, incontesté, et une représentation qui est plus inscrite dans un processus de communication, de compromis, de co-construction, et qui prend en compte le fait qu'il puisse y avoir d'autres personnes qui veuillent représenter qui veulent représenter des causes, etc., des prétentions à représenter, comme les appelle Michael Saward. Et donc, ça pose, pour terminer, une dernière question. Le leader est-il indispensable pour que la représentation politique et visuelle, j'ai envie de dire aussi, ait lieu? Si on se souvient du mouvement des Gilets jaunes, d'autres mouvements comme les Indignés, Occupy Wall Street, etc., on voit bien qu'aujourd'hui, on est face aussi, à côté des populismes, à l'émergence de mouvements sociaux qui parfois refusent toute notion d'intermédiaire, de représentants même si les Gilets jaunes, par la suite, face à l'ampleur de leur mouvement au plan médiatique, ont dû faire appel à des porte-paroles, justement, pour les représenter médiatiquement. Et donc, ça pose question. Et je vais terminer là-dessus. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette analyse approfondie qui touche les symboles, mais également une analyse iconique, sémiologique pour ces affiches et les évolutions en fait des représentations visuelles des acteurs politiques en France, essentiellement à travers le cas de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, qui a été quand même candidate à la présidentielle. Maintenant, on passe à une autre analyse de la stratégie de communication. On passe de l'affiche à
une vision un peu plus globale qui, donc, qui ne touche pas uniquement l'affiche, mais toute la stratégie de communication électorale adoptée par un parti tunisien, parti Ennahda, parti Rahma, pardon, parti Rahma, donc Communication Strategies of Rahma Party in Tunisia's 2019 election. Why did it succeed? La stratégie de communication du parti Rahma lors des élections législatives de 2019 en Tunisie. Pourquoi a-t-elle réussi? Donc là, on passe de représentation où en fait les candidats, les leaders n'ont pas réussi aux élections à une autre plus ou moins l'expérience d'un parti politique tunisien qui est quand même un parti qui est récent, qui n'a pas, on ne peut pas dire que c'est un parti qui a quand même... il a été créé en 2012. Oui, c'est-à-dire il n'a pas quand même, si l'on compare avec les autres partis qui étaient là, qui étaient dans l'opposition avant la révolution, on voit quand même que c'est quand même une nouvelle émergence. Donc notre collègue Haifa Barhoumi va présenter cette communication en langue anglaise. À vous la parole. You have the floor. Can I get it off? Yes. Thank you very much. Hello, everyone. So, as my teacher and directors just said, the title of this presentation is The Communication Strategy of Rahma Party in Tunisia's 2019 legislative elections. Why did it succeed? Why did I choose it? What is the Rahma Party? What do I mean by communication strategy, and why 2019? I will try to answer that question. Please note that the scope of this research is very large, so I will be focusing on some points, and hopefully the written version of the article will be more detailed. So let's start with basics. According to Cambridge Dictionary, a strategy is a detailed plan of action to achieve specific objectives. So basically, what were the objectives of the Rahma Party in 2019 legislative elections? And what strategy, what plan of action did they use to actually manage to basically do what other old parties failed to achieve? A communication, whether written, spoken, heard, or seen, is the art of interacting with people through an exchange of information. So how did Rahma Party interact with Tunisian population? And as my teacher just said, she mentioned there was a confusion, audio confusion between Ennahda Party and the Rahma Party. They sound the same. So we can say actually that the communication started from that point. What is a political party? It's an organization of people with particular political beliefs that competes in elections, in our case for legislative elections at the national level. So what is this organization of people called a Rahma Party? Legislative elections are a time when people vote. Who voted for a Rahma Party? And success is achieving the results that you wanted. So why did I say that the Rahma Party succeeded? One of my favorite quotes about political communication is that by Dominic Walton. He says, political communication is the symbolic space made of interaction between political actors, media and public opinion, as well as the circulation of their discourses. And that's why I said that the scope of this research is quite global, quite large, because I wanted to see how the leaders of this party interacted with the media, how they used their own media, how they used social media, and how public opinion reacted to them, as well as how their discourses circulated. Generally speaking, this kind of research is very difficult to do because if we think of a national election, we're talking about millions of voters. But lucky me, Rahma Party worked on a specific area, which is the capital city of Tunis, and they said it in the interview, so that was great. It's true that they worked in other cities, but according to the interview, it was very centered on the capital city. So the area was very easy to monitor
through the media. Public opinion also was very distinct. We have our references to Sigma Conseil and others. The answers are very clear. And another lucky moment as well, that they did their own public opinion poll. And for the circulation of discourses, they relied heavily on YouTube, on website, on Facebook. But again, their visibility and their presence in the Tunisian political landscape is very limited. So it was not really difficult to calculate or make calculations. So moving on. In 2019, we had our elections after the death of Beji Caid Essebsi. So, and at that time, the results of the elections noted that there was less participation among voters and that it resulted in a fragmented political landscape. So I found it very interesting to actually compare, as you see here, you have the parties, the winners, the main winners. And then I wanted to compare how many seats they had and whether they even existed from 2011 to now. So in 2011, we see that Ennahda had 89 seats, 2014, 69 seats, and 2019, 52 seats. So we have here a decrease in numbers of seats, and that indicates obviously that they lost voters. The second winner, the third winner, the fourth and the fifth did not exist in 2011, except for the third one. They did not exist in 2014, but suddenly in 2019, yeah, I don't know what happened there, but suddenly in 2019, they have a sliding victory. So from 38 seats, 22 seats, 21 seats, 17 seats, it was a major change in the political landscape of Tunisia. Another notable change is People's Movement. They are sharp. So we have in 2011 that they had only 2 seats. If you remember the assassination of Brahmi, who was one of the main leaders, in 2014 they had only 3 seats, and suddenly in 2019 there was a big change with 15 seats. And then we have Tahya Tunis again, did not exist. And finally, the objective or the purpose of our study, which is the Rahma Party. They did not exist in 2011. They were actually created in 2012, July 2012. And they did not participate in 2014 because they were rejected. They did not respect some regulations. And then in 2019, they participated and they won. So why did they win? Then why did they choose this party? So as I said, just you see here how this change in results. And if you compare it also to the other parties, you notice that the other big old parties like Nida Tunis and all the left parties, they completely lost or became reduced a few seats. And yeah. I already talked about that. So the time focus would be the electoral campaign of the legislative elections, which mainly means 14 September to 4th of October. The corpus content, I submitted a request for information. So I got information about all the activities, funds of the party, thanks to HICA and IC. So IC in French is the Higher Independent Instance for Elections. It's an independent instance that actually monitors all the activities during the legislative elections. And HICA is the Higher Independent Instance for audiovisual communication, and it also monitors the media. And it's very controversial because HICA has, as I selected and I chose to include it in this study, it has reports about a radio channel called Quran Kareem. And I will show how it's very central to the
this shift in the visibility of this party. I had an interview yesterday. It was I could not get it last year. I could not get it before, but I managed to get it yesterday. It's with Ayman Bjawi, who is the spokesperson of the Rahma Party. And he's also the host of the Quran Kareem radio show called Where Are You People of Tunisia? Aina Anta Ya Shab Tunis. I also included some videos that are on the Rahma Party website. Some videos from the channel of Quran Kareem radio channel. Why? Because they're very pertinent. And it includes, for instance, the opinion poll that was made by the radio channel on 15 July 2019, the celebration of Parliament entry on the 9th of November, and also the 6 years of radio creativity, 2018, because I found many familiar faces of Rahma Party members and leaders in that video. And finally, the media report by Al-Wasat Al-Tunsi on 31st of July 2012 about the first conference by Rahma Party. Why? Because the discourse changed a bit. So chronologically speaking, Rahma Party, as I mentioned, was created at the end of July. But notably, we noticed that in its first press conference, the leader, Saïd Jaziri, said that it is a party with religious references that calls for the teaching of Sharia in Tunisia, and that this party will work for the freedom of people who were born free, and that it will represent an alternative in an unfortunate reality in Tunisia. Today, or let's say yesterday, in an interview with the spokesperson of this party, he said that it is not really a religious party, it's a Madani, it's a civil party, and that it focuses on fighting corruption, on presenting new ideas for the interest of Tunisia. So we see already that there is a change, and this change was actually used in the campaign of 2019. The electoral lists of the party in 2014 were not accepted because they did not respect the parity. You know, the number of women and men has to be equal to be accepted in these lists. So it was rejected. We noticed that the current Facebook page was created in 2018. It's very active and very interactive. The website was created in 2018. The Facebook page of the leader, Saïd Jaziri, was created in 2016. If you compare on the left, you have Quran Al-Kareem radio, and I think it's very important because it was created by the brother of Saïd Jaziri, Mohammed Jaziri, and it was created according to the documents kindly submitted by Haika on the 21st of October, 2013. Why? Upon asking the question, because they were not happy with the media landscape at that time and they wanted their own voice, and he thought that his brother could help him supervise it because Mohammed Jazir does not live currently in Tunisia, he comes and goes. The first official request to be recognized officially as a radio was submitted to Haika on the 25th of March 2014. They were rejected in September. Then the radio channel persisted. They kept on broadcasting, and they started their own YouTube channel in March 2015. They were rejected again to become officially recognized or accepted, legal, in November 2015. In November 2017, the Haika asked the police to take the radio equipment and to actually basically force the radio to close. In May 2019, Haika warns the radio to stop all its broadcasts. In September 2019, Haika keeps on asking them to pay fines, but I do not include it here because it's a very long list, but they actually won the judicial confrontation 3 times in 2019. And basically what I want to say from this long list is that was actually the trigger for their visibility. You know, when someone attacks a media channel in a post-authoritarian country, in a country where freedom of press is really favored and protected, that attracts attention, that attracts news headlines, that attracts interviews. And basically, Haika kept on having this constant rejection and confrontation with Radio Quran Al-Kareem, and this resulted in the prominent figure of Saïd Jaziri, who kept on talking in its favor. So
what were the objectives of this political party, Rahma Party, in the legislative elections of 2019? Again, thankfully, they were very transparent. He said that, Ahmed Bjawi said that the main objective was the entry of Said al-Jaziri in the parliament, because that way he would be able to speak without any media difficulties. A second objective was to have seats that represent the capital city. And the third thing was that they wanted their members to have some kind of experience in the field. And why the capital city, he said, I quote, because it was a challenge. All the elite targeted the capital city and we all live there. So why not? I find it quite honest, and I think that they're right. Why not, since you live there? But it was actually a challenge, because when you say the elite, we're speaking about Abir Musi, we speak about Ghannouchi, we speak about all the main figures who fought for the seats in Tunis. So yeah, so what were the target areas that Rahma Party chose? Again, this is based on real data. These are the data, this is the data submitted by Rahma Party regarding its activities in the capital city. So in Manouba, they went to Wadi al-Lil, mainly to Saida and to the area of the weekly market, Souq al-Usbu'iyya. They went to Marnagiyya, they went to Jadida, and they went to Dandan. In Ariana, they went to Mnihla, to Tadamon, Ariana City, Qarat al-Andalus, Rawed, Ghzela, Hayy Ghzela, and Sukra. Why did I mention these in detail? Because for those who know Tunis and Tunisia, these are known as poor neighborhoods, areas where people with low income live, and for Sukra and Ghzela, some middle income areas. When asked, whom did you target? Because as I mentioned before, in they had their own opinion poll, and according to the results of the opinion poll, they knew whom to select and try to convince. So they said they wanted to target those who were dissatisfied with the Nahda party, those who wanted an alternative to another party mainly, or an alternative in general, and those who don't know whom to vote for. So as you notice here, Rahma Party seems to have aligned itself as an Islamist party, even if its discourse currently says that it's not. But they wanted to target the audience and the voters who used to be quite loyal to Ennahda party. And as I mentioned before in the table, Ennahda party lost around 30 seats. So these 30 seats represented a large voters number, and they wanted to actually target those. Hope it's clear so far. Why those areas and voters? So I asked about the mosques. Did you go to mosques or around these mosques? And he said that they are occupied by Ennahda, and that there would be violent opposition if you go there. Again, if you are from a Rahma party and go to there. I quote, there was a void. We want, and we saw, an opportunity. He said that the opportunity was bigger than what they actually got, because Tilaf al-Karama was created when Ennahda party noticed that people were going to a Rahma party. Again, this is his opinion, his explanation, and that way Tilaf al-Karama got more seats. And I think I already explained that. So Rahma party, I was interested in the logo. The name, the word Rahma means mercy. In Islam, it often implies God's mercy to his creatures, an echo of God the merciful. Rahim is a derivative. It's always used in common expression in Islam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We use it before speaking, before eating, before doing anything. And in Al-Fatiha, which is a surah that opens the Quran, we find the description of God as well. And we often find in this description the words Rahman and Rahim. But it's also, so one has to pray and follow the straight path, a path blessed by God. So you find all these connotations related and connected to the name Rahma. So the name of this party has a religious connotation, and it announces the religious roots of this party. No matter what you say about the party itself or what the discourse says, the name has its religious connotation. In terms, again, of form, you have an open eye in the logo.
So if you look at the definition, an open eye means that you are willing to see, to look closely with interest. Idiomatically speaking, we have العين بالعين, an eye for an eye in English as well. It symbolizes punishment for those who initiate harm. In Islam, there is the eye that wards evil. For example, in Tunisia, we have an eye that is often seen in women's jewelry, and it symbolizes the will to protect against evil intentions. So according to the party representative, he said that it is an eye because it is observing Tunisia to protect it and fight corruption. So again, we have this reference to the theme of fighting corruption. But I think it's very related to Tunisian culture as well and traditional thinking. Again, still with the logo, we have inside the eye a star. So when asked about it, he said that it's from the Tunisian flag because we have a red star on the Tunisian flag. And according to him, it was borrowed and put in the logo to symbolize the importance of Tunisia in party objectives. In the dictionary, a star is a point of light in the sky. So we have here again a metaphorical meaning that this political party associates it with the quest of light in political corruption. So again, we have the beginning, if you follow my interpretation, it's the beginning of this quest for justice, quest of a fight against darkness and religious connotations. Still with the form, I found it quite interesting to have this eye observing Tunisia from inside. And it's quite intriguing because a Tunisian party is supposed to fight for its country. It's supposed to be about Tunisia. It's supposed to be to have the interest of its country at its heart. And but from their communication, from their discourse, we see that they always talk about Tunisia as their priority. And it was quite intriguing because I was wondering if you can compare it to other, if they are saying that other parties have or consider the interests of other countries as more important, that maybe they see that Tunisia is not important, that Arab identity or Islam in general is more important than Tunisia. He did not say it, by the way, but he insisted on observing Tunisia and looking at Tunisia. Red is a dominant color in the flag. It's the color of the star. And it is easy that way to associate it with the country, but red is also the color of fresh blood. It is the color of martyrdom. It is the color of life. But if you look at the medical interpretation, you have a red eye when you cry, a red eye when you don't sleep, a red eye when you are angry. So this implies that the party is active, that the party is interactive, that it is emotionally involved and perceptive. Still with the colors, green is the color of paradise, idyllic gardens in the Quran. It is a reference to the Prophet. We have the green dome in the Medina, where there is a tomb of the Prophet. It is also the color of many Muslim countries, like Saudi Arabia and Pakistan. Moving on to the, how to say affiche, the advertisement used by this party. So as you can see already here, at the, I cannot see it here. But anyway, at the top, you have that this picture was shared by the Quran al-Karim. I really want to insist on that. It was shared on the Quran al-Karim, and it represents Said Jaziri at the very top with a very big picture. He's wearing quite simple, I would say, clothes. He's not wearing a suit. The hat it's a symbol of the Imam. Usually in Islam, they wear it. It's a white one. And the clothes, they are very simple. If you look at Said Jaziri in other pictures, he's always wearing a sports hat, like me here. So, and he's always wearing sports clothes. Under him, you have his team. And you have Ayman Labjawi from the my right. So from the right, you have Ayman Labjawi, you have Mu'adh bin Diaf, who actually won seats in the parliament. And at the bottom, you have Salwa bin Aisha, the third woman with the veil, and Ahmed bin Ayad, who also won seats. So it's like the leader supervising his team. And as you can see here, they're trying to be where they wear actually very simple clothes that any Tunisian can wear, and they try to be
serious, but it's kind of awkward. So it seems like very close to people. You also, if you look at, if you look at the website, you'll find heavy religious connotations, reference to وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الْأَنْبِيَاء. It's from the Quran, yes. You find إِنِّي أُرِيدُ الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. So it's basically quotes from the Quran, and yes. So, and also all these pictures that seem very simple. I mean, if you compare it to the other pictures that circulated at that time by sponsored pages on Facebook, and if you even compare them to what my previous colleague was showing you about France, which seem quite advanced technically in terms of pictures and photography. Here you have what seems to be very simple means, you know, something that's that does not really show funding. So you get the idea that these people don't have funds, that they're doing it on their own. And it's actually a message. It's one of the messages included. You have symbols of cities and a combination of the logo and the name and other quotes from the Quran, or simply quotes from their program. So what was the media plan or the media coverage for this party? The answer is, from their side, is none. There was no media coverage, so we did not have a media plan, basically. According to the party representative, Tunisian media did not invite party representatives of the Rahma party. The only exception was inviting its leader to talk about religious issues. He said that there was very limited media coverage, hence no visibility. People know Said Jaziri, he says, but don't know he has a party. And I think this is very, very important. The visibility and the central figure of Said Jaziri as a leader, as a religious leader, as a public figure. But at the same time, yesterday I asked someone who follows the radio closely, and they confirmed it actually. Just I wanted to check because there was the data, and I wanted to ask someone who from life, and they said, yes, I didn't know that he was leader of the political party until when there was a confrontation with Haika. As a result, media channels were not given the priority in the media plan. According to the interviewee, they did not have a media plan or media channel. If you look at the Tunisian media monitoring report from Haika, it was made by Haika over the legislative elections, it shows 0.64% Shams TV, which is a radio, 0.74 for Radio Wataniya, which is a national radio, Kaf FM, which is a West region that was not really a winner or included in their strategy, 0.27%. Sabra FM 0.20%, and as an example, I took Wataniya. Sorry, it's not one example. It's all. Sorry. So these are the only channels in this monitoring report that mentioned Rahma Party. It's not an example. These are the only channels that actually covered the party. So Wataniya TV gave it only 1 minute and 31 seconds, and Hiwar Tunsi gave it only 12 seconds. So you can actually corroborate or confirm their statement that there was no visibility of the party, that they were not asked to participate, and that if you were not Said Jaziri as a party, you could not go there. I'm sorry if it's long. So how did they become visible? How did they win? How did they succeed? I call it the night of justice. That's how they won. Said Jaziri was the target of Haika criticism, and therefore the media chose to invite him to represent the side of the conflict. They invited him to ask him about the radio Quran al-Karim, which is quite funny because they did not invite other representative or journalists from the radio. They focused on him because his brother owned it. Haika criticized him as well. They said that he's a political figure, he's the leader of a political party, and therefore he should not speak there as long as he did, because according to the report, sometimes he spoke for 7 hours every day. I confirmed it. Sometimes he says from morning to night. The question is, what does he talk about? I'll get back to that. So Haika continuous conflict with Radio Quran Kareem resulted in news headlines, interviews, cross-questioning of your questions or issues like
media freedom, media laws, political propaganda of an Islamist party, etc. So it was, as you know, in Tunisia, we have this confrontation of ideologies, this conflict between the left and the right, this conflict between private media ownership and interests of political parties. So it was quite interesting for them, quite an opportunity to have talks over it. Saïd Jazeera, as a result, became more visible. More importantly, his image, I insist on this point, his image became associated with the Quran Kareem radio. To listen to this radio is to listen to Saïd Jaziri. People who watch TV and who watch these TV shows, when they see Saïd Jaziri, they associate him now with the Quran Kareem radio. Note, ironically, that in the interview when I asked whether Quran Kareem was the media channel of this party, they said no. But if you go to the Facebook page of Saïd Jaziri, you'll find that when you have, you know, in the Facebook you have about, the question about, you find the link to the radio. So in his own page states that if you want to know more about Saïd Jaziri, go watch the radio channel. Personally, I think that there is an established link there. You cannot really question it or deny it, even if he's a guest, he's a host, but if he himself defines himself on Facebook in his interactive social platform through the radio. So I think we can really say that it's the media channel of the party. Yeah, so and that's the proof. If you look at the arrow, this is his page as a political leader. Now he's in the parliament. On the top, you find the logo from the website. You have a quote from the Quran. You have the website link. And most importantly, you have Saïd Jaziri, and under his name, you have the Radio Quran, TN, which is a link to the radio. I think it's the closest element of media communication is the radio channel. And that's why I would continue with the following interpretation. So when you think, as I mentioned before, there was this continuous conflict between Haika and Radio Quran Kareem. And it became eventually the fight for justice because they won the judicial conflict. In all the phases of the court, they won all of them. And so the conflict with Haika since 2014 has been escalating despite judicial confrontations that the radio won every time. The radio team and Saïd Jaziri talked about every battle of this war. Imagine that you have your own radio channel and every time they pester you with a fine or they ask you to close or something, you have around 10 hours in which you can talk about it. And eventually people started to associate themselves with this fight because they won it in court 3 times. Basically, in a 2 hours and 44 minutes radio show on 19 August 2019, Saïd Jaziri describes every battle as a victory of a normal citizen without powers against a constitutional institution. So he already established this fight as the fight between a normal citizen, a poor citizen, a powerless citizen against a constitution, against an institution, against an institution that is bigger than them. Because Haika is an independent constitutional institution and it has its own powers, very big powers. It's different from ministry. So this victory is depicted as, again from him, as a fight for righteousness against injustice. I find actually the storytelling technique that Saïd Jaziri uses when he talks about it very, very interesting and quite bewitching, let's say. When you listen to him talk and at some point you forget that you are analyzing the discourse and you get into the story, you know, like Hakawat in Syria and so on, like the stories that your parents tell you in bedtime. He has this ability to talk about it and to simplify the story and make it such a fight of the hero against darkness and against injustice. So eventually the radio became associated with this theme, the fight for justice and the fight for the powerless against those with power. Quran Kareem, if you look at it, they have, well, from its name is for its religious radio. They interpret religious discourse. They interact with the listeners through phone calls and Facebook to answer questions, to give advice, religious advice, to respond to remarks. What I find very, very interesting is that they pray together live.
like he leads the prayer, and sometimes there are guests who pray with him in the radio headquarters. They comment on political, economic, social issues, etc. on the show hosted by Ayman Bjawi, who is the spokesperson of this party, and often Said Jazari is a guest. And they read the Quran and in competitions that include children. And according to Ayman Bjawi, and basically, honestly, I confirmed it, they never talk about the Rahma Party. And that's the genius of this communication strategy. They never talk about Rahma Party, except when sometimes introducing Said Jazari. Usually they introduce him as a sheikh, as an imam, religious leader. Sometimes when talking about political issues, economic issues, he says, as the leader of Rahma Party, what do you think? But they never mention the position of the Rahma Party. And that's why there is this association between politics and Said Jazari. He's not considered as a politician for the listeners of this radio. So funding, according to the sources submitted kindly by Izzy, and according to the interview, according to the report published by the Court of yes. Anyway, so yeah, the accounts court, they were very transparent, I admit it, and they did not have funding. Oftentimes they rented cars and got fuel money, audio equipment, and they were submitted. You have the name of the people. They are either the members of this political campaign themselves or people who donate them. So instead of donating money, they donated the equipment. So someone who owns, for instance, an audio equipment, he would allow them to use it for free for a period of time. So how did they manage basically to succeed? I think I already finished. So I would get back to this funding. So if you notice here, it's not clear, but basically they used some kind of a mobile cars with a big picture of Said Jazari. Again, it was very visible. As a leader, he was very, very, very visible because of this conflict with Haika. And they were focused on these areas that I mentioned before, and they kept on moving. Sometimes they used a tent with a few chairs. They wore T-shirts, again, a few of them. They only bought 50,000 printed copies of their advertisement. And yeah, I finished. Don't worry. So basically the magical element of this political strategy was radio Quran Al-Karim. And for the discourse, as I said, it's very large study. But for the discourse, the main elements of the discourse 2019 was anti-corruption. It is a party for Tunisia. It is a party that will use national resources, and it is a party for hope. When you look at their program, they talk about employment. They talk about education. They talk about salaries, but you don't really have a tangible program. Some say that it's populist discourse. Is it? It's not. We don't have enough time to get into the details of this discourse. But what I can tell you is that let's say the intelligence of this communication strategy was that it disassociated Said Jazari, the leader of the political party, from being a politician. So whatever discourse he would be communicating and explaining in his interventions, even if it has the elements of a populist discourse, there is this distinction between him as a leader, a charismatic leader, and his stories from politicians and other politicians in Tunisia. Thank you. Thank you, Haifa. It was very interesting. And you said that Rahma Party is quite never cited in the radio of Quran Karim, yes. Maybe because Jazari considers himself as mercy, you know, so there is no need to talk about, no, it's no need to talk about Rahma.
Merci Haïfa pour cette intervention qui essaie un peu de voir la stratégie de communication d'un parti qui n'a pas participé aux élections de 2014, qui n'existait pas en 2011 et qui est parvenu à avoir 4 sièges aux législatives de 2019. Bien évidemment, cette communication a essayé d'explorer plus ou moins les outils utilisés par le parti, mais essentiellement le leader, qui est Saïd El-Jaziri, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias classiques, à travers le site du parti Rahma. Et bien évidemment, cette communication essaie un peu de trouver les raisons de ce succès, ce que Haïfa appelle succès, dans les représentations du parti, essentiellement son slogan, les affiches des élections, mais également à travers le discours de son leader et des candidats. Elle a essayé aussi de montrer que plus ou moins, c'est un parti qui ne bénéficie pratiquement pas de couverture médiatique dans les différents médias classiques, mais c'est quand même bon, un parti dont le leader bénéficie d'une présence médiatique quotidienne à travers la radio du Coran. D'accord, et d'ailleurs, c'est l'objet du conflit avec la Haïka, bien sûr que c'est un conflit connu. Et également, elle essaie un peu de voir comment est-ce que ce parti essaie d'avoir ses propres sondages d'opinion, voir comment est-ce que les gens peuvent interagir plus ou moins avec son message. Et à travers cette étude, elle a pu voir que Rahma aurait pu être plus ou moins, chercher plus ou moins à atteindre les insatisfaits du parti Ennahda. Et il aurait pu glaner encore beaucoup plus de sièges s'il n'y avait pas la coalition Al-Karama, qui est quand même plus ou moins très proche de Ennahda. Bon, bref, je vais laisser un peu... Bon, aussi, il y a pas mal de messages et je dirais, de conclusions, de trajectoires, d'analyses qui ont été présentées dans cette communication. Essentiellement, bon, quand vous parlez de Saïd El-Jaziri, justicier, il est chevalier de la justice, bon, ça, ça reste plus ou moins à voir. Et essentiellement, vous voyez, ces liens avec médiatisation, couverture médiatique, discours. Et est-ce que dans ce discours qui essaie de plus ou moins axé sur des idées très simples, c'est la lutte contre la corruption, pour la Tunisie, pour la justice, etc. Est-ce que c'est là les ingrédients d'un discours populiste? Donc voilà, c'est un peu la conclusion de Haïfa. Sans trop tarder, je vais essayer de donner la parole à l'assistance pour voir si vous avez des questions. هل لديكم أسئلة توجه إما للمتدخلة الأولى أو إلى الأستاذة هيفا برهومي؟ لكم الكلمة. تفضل. منسق العلمي للملتقى، تفضل. Merci beaucoup pour ces interventions très intéressantes. J'ai deux questions, donc une à Madame Morgane Belhedi et l'autre à Madame Haïfa Barhoumi. Donc, en ce qui concerne en fait l'intervention de Morgane Belhedi, c'est que dans les études de communication, nous avons pensé que nous avons rompu déjà avec la notion de peuple.
Donc, c'est-à-dire même les sociologues, aujourd'hui, les sociologues des médias disent que, comment dire, on parle plus de peuple, mais on parle plus de citoyens, d'espace public, de l'individu. Donc, je ne sais pas comment, par exemple, Morgane peut nous expliquer comment vous expliquez ce retour du mot peuple que les politiciens peuvent utiliser dans leur campagne de communication. Donc, pourquoi ce mot revient à la mode? Donc, ça, c'est la première question. En ce qui concerne la très intéressante proposition de Haïfa Barhoumi, moi, je l'ai compris, c'est-à-dire Saïd El-Jaziri a bien joué sur cette séparation entre Ad-Dawla al-Madaniya ou Ad-Dawla. Donc, il a joué entre les deux. Et donc, à la radio, il est le religieux. Et en dehors de la radio, il est le politique. Donc, il a joué sur Ad-Dostour. Donc, je ne sais pas. Donc, cette intervention très intéressante me laisse poser des questions. Est-ce qu'on est vraiment dans le registre de la communication politique ou bien de ce qu'on appelle le prosélytisme, c'est-à-dire c'est le prosélytisme comme une manière d'accéder à la sphère politique. Donc, on utilise la religion pour faire de la politique. Et ça, c'est très ancien. Ça, c'est une chose très, très ancienne. Avant que l'État ne devienne civil, en quelque sorte. Donc, la plupart, généralement, des leaders, ils commençaient par la religion pour aller vers la politique. Donc, en quoi il y a une nouveauté, justement, dans le domaine de la communication politique et aussi dans la stratégie Merci. D'accord. Oui, allez-y. Ma question concernant votre étude, c'est-à-dire concernant la partie Rahma, j'ai souhaité vous traiter ce problème d'une autre façon. C'est-à-dire, vous allez traiter, comment on dit, la stratégie de Nahda. Comment la Nahda, elle crée une stratégie et une architecture. Et de cette façon, comment elle fait le puzzle de cette architecture pour construire. Le plus important, ce n'est pas ces parties-là. Rahma ou Telefkama ou je ne sais pas quoi, ou l'autre. C'est-à-dire, c'est une architecture, il faut voir, parce que les gens des partis Nahda, ils ont vécu à l'étranger. Je connais, c'est-à-dire beaucoup des Tunisiens, ils ont vu beaucoup d'expériences et savent très bien qu'on ne peut pas, c'est-à-dire construire campagne électorale sur seul parti. Il y a une architecture. Et je vais vous donner autre chose. Ce n'est pas question politique seulement, même question économique. Il y a une certaine qu'on appelle en économie la concentration verticale et horizontale. C'est-à-dire il y a une concentration politique, mais il y a une concentration économique. Et vous allez voir, le radio, le TV, il y a une économie propre pour ces partis politiques. Essayez de voir aussi, c'est-à-dire l'économie propre. Ils ont des associations, ils ont des microcrédits, ils ont, c'est-à-dire des banques, ils ont des assurances. Ils ne s'amusent pas. À l'échelle mondiale, on sait comment leur stratégie, ils font ça. Nous, ici, c'est-à-dire on est encore au stade niveau 1. Essayez de voir, c'est-à-dire l'architecture. Comment elle travaille. Le plus important, c'est d'avoir le maximum de voix. Et le plus important, comment elle domine le Parlement. Et quand elle domine le Parlement, elle domine la vie politique. Quand elle domine la vie politique, elle domine la vie économique. Ouais. C'est l'architecture qu'on appelle concentration verticale et concentration horizontale. Ouais. Ça, c'est le plus important. D'ailleurs, ce n'est pas le sujet de son intervention. Hein. Elle a parlé d'un autre parti, d'accord? Non. Donc, c'est pas... je souhaitais, انت كي تبدا تتكلم على الحزب هذاك لازم تحطه في اي كونتكست في اي اركتيكتور قاعد يخدم ما ثماش هذه حزب يخدم وحده هذه نحام من مخ. Bon, je termine, s'il vous plaît. Pour notre ami en France, à l'étranger, le populisme, vous avez dit le populisme, etc., etc. En Europe, le populisme, il vous dit, et les partis populistes et la plupart des électeurs, surtout en France et en Allemagne, en Europe, ils sentent qu'ils ont perdu leur parti, leur pays. D'ailleurs, ils disent,
Ils disent la plupart, je veux récupérer mon pays. En Allemagne, en France, ils disent, je veux récupérer mon pays. Le plus important, c'est le contexte. On voit que la démocratie, elle a changé complètement. Il y a un problème dans la démocratie, soit occidentale, soit ici. C'est le plus important. D'ailleurs, l'image qu'ils ont donné le parti Le Pen, ils ont dit 100%. Parti Le Pen, 0% migrants. C'est vrai, c'est une image négative. Mais eux, ils sont en train de faire une stratégie qu'on appelle économique. 100% produits biologiques, 0% pas de manipulation génétique. Et de cette façon, on récupère tous les électeurs européens. Merci beaucoup. Merci. هل هنالك أسئلة أخرى أو oui. شكرا. لدي سؤال لزميلتي هيفا البرهومي. I actually have two questions. First, I thank you for your in-depth presentation and this very interesting research. My first question is about your methodology. I really would like to know more about how you worked because it was not clear for me. Is it a case study of Rahma Party or something else? I really would like to learn more about your methodology. The second thing, you talked about a strategy at the beginning. And what is interesting for me to know, are there one strategy or more than one strategy? One for the offline, maybe a communication strategy, and another online communication strategy. Do you think that they opted the same way for different platforms, for different communication means or tools? And other than that, I think when you mentioned it, that we can make a link between the radio and Al Jazeera, I think it's more than just a link on his Facebook page. Did you went more into maybe a discourse analysis of what really established that link in his discourse as a leader that represent the radio and at the same time represent the party? And thank you very much. Thank you. هل هنالك أسئلة أخرى توجه إلى المتداخلتين؟ إذن je vous donne, Morgane, la parole pour répondre aux questions qui vous ont été adressées. Oui. Morgane? Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Alors, concernant la première question sur l'usage du mot peuple, pourquoi ça revient à la mode, hein, donc c'était la question qui m'était posée. En fait, il me semble que quand on parle de citoyens ou d'espace public, ce sont des termes qui effectivement sont utilisés principalement par nous, chercheurs, par les sociologues, mais finalement pas trop par les électeurs qui ne sont pas issus, qui sont pas forcément issus du milieu intellectuel. Donc, utiliser le mot peuple, c'est un moyen pour les populistes de se faire inclusif. C'est donc vraiment d'inclure tout le monde. Alors que les notions de citoyens et d'espace public sont, me semble-t-il, un petit peu plus réservées au champ académique. Alors ensuite, il y a quand même quelques variantes auxquelles j'ai pensé pendant que vous me posiez cette question. Puisque Jean-Luc Mélenchon, il parle beaucoup de peuple, mais pas seulement, il parle des gens, le mot « gens ». Donc ça, c'est assez nouveau, c'est depuis l'élection de 2017 à peu près. Il parle aussi dans son programme de révolution citoyenne, donc il y a quand même le mot citoyen. D'ailleurs, dans son équipe de campagne, il y a des chercheurs, il y a beaucoup d'intellectuels, de professeurs. Et puis, du côté du Front National, Rassemblement National, il y a aussi des mots comme nationaux, patriotes ou souverainistes qui sont très souvent utilisés. Mais ces mots-là, on voit bien qu'ils sont un petit peu plus... ce sont des mots qui permettent de les positionner politiquement au plan idéologique. Quand on parle de souverainistes, ce sont des termes qui sont plutôt l'apanage de la droite, voire de l'extrême droite, mais qu'on ne retrouvera pas à gauche. Donc je pense que le mot peuple, c'est vraiment un moyen pour eux de rassembler tout le monde. Même si le mot en tant que tel peut poser question, il y a des chercheurs qui se sont attelés à ça aussi, à essayer de définir ce qu'on entend par le peuple. On sait que c'est la géométrie variable, tout le monde n'a pas la même notion de ce qu'est le peuple, justement. Et ensuite, concernant et aussi le fait de
parler de peuple, c'est un moyen de montrer qu'on n'est ni de droite ni de gauche, donc d'aller au-delà des clivages idéologiques classiques, comme on pouvait les observer avant la chute du bloc soviétique, au moins. Et ensuite, concernant la deuxième question, alors il me semble que c'est une question qui porte surtout sur la souveraineté populaire, retrouver son pays. Et oui, effectivement, j'en ai pas parlé, mais les populistes, ce qui explique aussi leur succès et qu'ils soient vivement critiqués, c'est que les uns considèrent qu'ils sont une menace pour la démocratie. On a parlé ce matin de manipulation, on aurait pu aussi aller sur le terrain de la propagande. Il y en a qui considèrent que ce sont des propagandistes, ou qu'en tout cas, ils s'inscrivent peut-être dans des dérives propagandistes. S'ils avaient le pouvoir, ils confisqueraient la parole aux autres. Donc voilà, donc il y a cette idée-là, ce risque-là qui est émis par certains. Et puis, de l'autre côté, il y en a qui considèrent, au contraire, par exemple, comme Ernesto Laclau, qui a beaucoup travaillé sur les populismes latino-américains, il considère que les populismes, au contraire, renforcent la démocratie. En tous les cas, bon, on ne va pas trancher cette question-là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, l'émergence et le succès des populismes, ça nous dit quelque chose de la démocratie, des carences démocratiques qu'on connaît aujourd'hui. Et quand je parlais de la représentation, de la crise de la représentation politique et visuelle, ça rejoint cette idée-là aussi. Hein. Le déficit de confiance, le fossé qui se creuse entre les politiques et les électeurs. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci. Donc, je donne la parole à Haïfa. Alors, la première question, merci pour votre remarque sur le fait qu'il y a un jeu entre le religieux et le politique. Vous avez proposé l'idée de deux images de Saïd Jaziri. Oui, il se présente en leader religieux et dans la radio et comme meneur politique ailleurs. Mais franchement, lorsque un leader religieux analyse les éléments sociaux, politiques, etc., selon la perspective religieuse déjà, et d'où le débat, cette distinction entre les deux, elle se brouille. Vous avez remarqué qu'il y a une nouveauté dans le domaine de communication politique, peut-être. Tout ce que je sais, c'est qu'en Tunisie, on a une crise de confiance. Les gens ne veulent plus voter, les gens ne font plus confiance aux hommes politiques, les gens ne font plus confiance aux partis islamistes religieux Nahda. Et j'ai dit que les voteurs, ou les électeurs, pardon, voters, les électeurs qui ont été ciblés par ce parti étaient ceux qui étaient dissatisfaits par Nahda, donc ils ont déjà leur alliance, leur appartenance, alignement politique. Et donc, cette crise de confiance par rapport à Nahda et par rapport à l'élite politique, elle a créé une opportunité pour Rahma Party et pour Tilef Takatur. Ce qui est distinct ici, c'est qu'il a une radio à sa disposition. Et là, je relance avec la remarque, bon, il y a un parallèle entre les remarques de Madame Aloua et la remarque de Monsieur, lorsque vous parlez d'une architecture et elle parle d'une stratégie ou de plusieurs stratégies. En fait, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a un écho. Donc, Saïd Jaziri et son équipe, ils ont travaillé sur la résonance. Vous savez, lorsque vous avez une goutte d'eau et vous la mettez sur un lac, elle crée une résonance, des cercles. Alors, ce que Saïd Jaziri a fait, c'est que voilà, je parle sur la radio. Et après, en 2015, il s'est dit, non, je ne vais pas me limiter à ce que je dis sur la radio, je ne vais pas me limiter à ce que je dis sur Facebook, on ne m'écoute pas, on ne me laisse pas parler sur les télés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes descriptions, mes speeches, mes communications sur YouTube. Et donc, après, bon, je vais mettre les mêmes radios que j'ai mis sur YouTube, je vais les mettre sur le site web et je vais les mettre sur la Facebook. Et donc, vous avez une chaîne ici qui est connectée. Il n'y a pas d'éléments nouveaux, franchement. Vous n'allez pas trouver quelque chose de nouveau sur sa page Facebook que vous ne trouverez pas sur sa radio, sur la chaîne YouTube de sa radio. Cette connexion et cette chaîne de communication qui se répète, qui s'enchaînent, et ces discours, cette storytelling, ces techniques de raconter une histoire de victoire contre l'AIK, de batailles qui s'enchaînent.
Et tout en parlant de la justice, tout en parlant de la religion, de discuter la religion, parfois vous trouvez des vidéos où il est dans une mosquée, parfois il est dans la rue et il parle aux gens. Et donc, pour moi, c'est pas une architecture, il a vraiment utilisé cette résonance. Donc, c'est cet écho qu'il a essayé de se créer lui-même et qu'il a essayé de vraiment limiter à une audience spécifique. Et donc, ça résonne dans le même cercle, ça résonne. Et les fidèles qui sont plus satisfaits avec Ennahda, j'insiste sur ça. Les fidèles qui ont cet idéal qu'ils se voulaient pour la Tunisie. J'ai dit que dès le début, il a parlé de la charia, même si son discours a changé. Ils le connaissent, ils le savent. Et donc, il a cette zone d'audience qui continue d'essayer d'attirer. Et vous avez parlé, monsieur, de l'argent, de la concentration économique, et franchement, j'ai essayé, j'ai bien cherché, j'ai voulu le démontrer. Selon le rapport de la Cour des comptes, il n'a pas eu de financement étranger. Selon l'interview, il n'a pas eu de financement étranger. J'ai cherché. Je sais qu'il a été au Canada, je sais qu'il a créé une mosquée au Canada, je sais qu'il a sa propre communauté, etc. au Canada, et qu'il a l'expérience de collecte de fonds à l'étranger selon ce paradigme religieux social, mais je n'ai pas pu le prouver franchement. Et donc, tout ce que j'ai, c'est que c'est constat de dons personnels et qui franchement ne dépasse pas le 1500 dinars. Donc après, s'il vous plaît, juste une petite remarque, je termine avec elle, s'il vous plaît. Alors vous avez dit, was it a case study? Yes, I wanted to know why they succeeded when the old parties failed. It was quite intriguing, especially that they are an Islamist party. It means that Ennahda is failing in something, that Ennahda lost something, and that they are trying to grasp it. And basically, if you notice Itilaf al-Karama and Ennahda, and you compare it to Rahma vis-a-vis the other parties, you notice there is the montée, the beginning of other Islamist parties that are becoming more generally present in the parliament. And it starts with the cease lost by Ennahda, and maybe it will get bigger. So was it a link? I think I answered everything. Thank you very much. Une petite remarque. Merci beaucoup. On s'arrête là. Donc, ونعود بعد استراحة الغداء. شكرا لكم جميعا. شكرا للمتدخلين. شكرا. Merci Morgane. Donc, merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout de cette première journée, première demi-journée de la matinée. Donc, et on se retrouve à 15h.